Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Prenez votre café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons voyager loin, très loin. Nous allons remonter le temps, bien avant les Romains que tout le monde connaît, bien avant même les Grecs classiques. Nous allons poser nos valises dans l'un des empires les plus vastes et les plus fascinants que l'humanité ait jamais connu, l'empire perse achéménide. Quand on parle de la Perse antique, on imagine souvent des rois démesurés, des armées innombrables, et bien sûr, les fameuses guerres médiques contre les Grecs. Mais cet empire, c'est bien plus qu'une poignée de batailles célèbres. C'est une civilisation qui a régné pendant plus de 2 siècles sur une étendue géographique colossale, de l'Indus à l'Égypte, en passant par l'Asie mineure et une partie de l'Europe. Un empire qui a vu naître des idées de tolérance, d'administration et d'ingénierie qui nous étonnent encore aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, préparez votre turban, parce que nous partons à la découverte du pays des Ariens, l'Iran ancien, et de ses maîtres achéménides. Notre histoire commence modestement, dans les plateaux arides qui constituent aujourd'hui l'Iran. Ici, vivent des tribus, dont les Perses, des pasteurs et des agriculteurs, sous la domination de leurs voisins, les Mèdes. C'est au VIe siècle avant notre ère qu'un homme va changer la donne pour toujours. Son nom est Cyrus, ou Kourosh en perse ancien. On l'appelle souvent Cyrus le Grand, et croyez-moi, il mérite amplement son titre. Cyrus, au début, n'est qu'un roi vassal des Mèdes. Mais il a de l'ambition, du charisme, et sans doute une bonne dose de génie militaire et politique. Vers 550 avant Jésus-Christ, il se rebelle contre son grand-père maternel, Astiage, roi des Mèdes. Contre toute attente, il le vainc. Et là, surprise, au lieu de piller et de massacrer, Cyrus intègre les Mèdes à son nouveau royaume. Mieux encore, il les traite comme des égaux. C'est une nouveauté dans l'histoire des conquêtes, et ce ne sera pas la dernière. La suite est une succession fulgurante de victoires. Il conquiert le royaume de Lydie, en Asie mineure, avec son roi Crésus, dont les richesses sont légendaires. Puis, il tourne ses regards vers la plus grande puissance de l'époque, la Babylone des Chaldéens. Imaginez, Babylone, avec ses jardins suspendus, ses murailles imprenables. Pourtant, en 539 avant notre ère, Cyrus entre dans la ville sans combat ou presque, acclamé comme un libérateur. Et c'est là que Cyrus le Grand révèle toute sa philosophie. Il ne se présente pas comme un tyran. Il se présente comme celui qui restaure l'ordre, respecte les dieux locaux et les traditions. Le fameux cylindre de Cyrus, un artefact en argile découvert au XIXe siècle, est souvent considéré comme la première déclaration des droits de l'homme, ou du moins, un témoignage frappant de cette politique de tolérance religieuse et culturelle. Cyrus autorise notamment les Juifs, exilés à Babylone, à rentrer chez eux et à reconstruire leur temple de Jérusalem. Pour l'époque, c'est révolutionnaire. Il est vénéré par de nombreux peuples comme un roi juste et éclairé. Cyrus fonde une capitale, Pasargade, dans sa patrie perse. Un site magnifique, avec des jardins royaux, des palais en pierre, mais qui reste modeste par rapport à ce qui viendra. Son règne est le point de départ d'un empire sans précédent. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas comment il est mort. Les récits divergent, mais il disparaît en 530 avant Jésus-Christ, probablement au cours d'une campagne militaire, laissant un empire immense à son fils, Cambyse II. Cambyse a la lourde tâche de succéder à un tel monument. Il va pourtant agrandir encore l'héritage paternel en conquérant l'Égypte, un empire millénaire. Une campagne difficile, mais réussie, qui ajoute une des plus vieilles civilisations du monde à la couronne achéménide. Imaginez la scène, le pharaon vaincu, les Perses régnant sur le Nil. Mais Cambyse semble moins apprécié que son père. La tradition grecque nous le dépeint comme un roi impie, fou, qui aurait profané les temples égyptiens. Est-ce vrai, ou est-ce le fruit d'une propagande hostile? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il meurt en 522 avant Jésus-Christ dans des circonstances troubles, alors qu'il rentrait d'Égypte pour mater une révolte. Sa mort ouvre une période de chaos. Un usurpateur, un certain Gomata, prétend être Smerdi, le frère de Cambyse, et s'empare du trône. Mais un jeune noble, un cousin lointain des rois, refuse de laisser l'empire sombrer dans l'anarchie. C'est Darius. Et Darius, mes amis, est un géant de l'histoire. Darius Ier, que l'on appelle aussi Darius le Grand, est un administrateur hors pair, un stratège, et un bâtisseur visionnaire. Il prend le pouvoir après une période de troubles, et doit mater de nombreuses révoltes partout dans l'Empire. Il le fait avec fermeté, mais aussi avec intelligence. Il va non seulement consolider l'Empire, mais le réorganiser de fond en comble, lui donnant la structure qui en fera une puissance durable.
Imaginez un instant un empire grand comme le continent européen. Comment le gouverner? Comment assurer la cohésion de dizaines de peuples, de langues et de cultures différentes? Darius a la solution, les satrapies. L'empire est divisé en provinces, les satrapies, chacune dirigée par un satrape, un gouverneur choisi par le roi. Ces satrapes sont chargés de collecter les impôts, de maintenir l'ordre et de lever des troupes. Mais pour éviter qu'ils ne deviennent trop puissants, Darius met en place un système de contre-pouvoir, un général militaire et un secrétaire royal surveillent le satrape, et surtout, les yeux et les oreilles du roi parcourent l'empire pour s'assurer de la loyauté de tous. Un système de surveillance et de contrôle digne des empires modernes. Darius, c'est aussi l'ingénieur en chef. Il fait construire la célèbre route royale, une véritable super-autoroute de l'Antiquité, reliant Souzeu, sa capitale administrative, à Sardes, en Lydie, sur plus de 2500 km. Des relais de poste, avec des chevaux frais, permettaient aux messagers royaux de parcourir la distance en une semaine, là où un voyageur lambda mettait 3 mois. C'est l'ancêtre de notre système postal, ni plus ni moins. Il fait aussi creuser un canal reliant le Nil à la mer Rouge, préfigurant notre canal de Suez. Une prouesse technique incroyable. Et puis, il y a la monnaie. Darius introduit une monnaie impériale unique, le daric en or et le sicle en argent. Cela facilite le commerce, l'économie de l'empire explose. Mais Darius est aussi un bâtisseur d'exception. Il transforme Souzeu en une capitale fastueuse, mais surtout, il fonde une nouvelle ville, une ville à la hauteur de son ambition, la perle de son empire, Persépolis. Ah, Persépolis. Si vous n'en avez jamais vu les images, je vous invite à le faire. Imaginez un complexe monumental bâti sur une terrasse artificielle au pied d'une montagne. Des escaliers gigantesques, des portes colossales, des palais aux 100 colonnes, des salles d'audience immenses, ornées de bas-reliefs polychromes qui représentent des centaines de dignitaires, de soldats, de peuples soumis, tous convergeant vers le grand roi. C'est une architecture conçue pour impressionner, pour affirmer la puissance, la grandeur et la diversité de l'empire. Un véritable livre de pierre, où chaque détail raconte la gloire de la dynastie achéménide. Sous Darius, l'empire perse est à son apogée. Il est multiculturel, multilingue, et étonnamment tolérant. Les Perses sont zoroastriens, une religion monothéiste centrée sur le culte d'Ahura Mazda, le dieu sage, et la lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais ils ne forcent personne à adopter leur foi. Chaque peuple peut conserver ses dieux, ses coutumes, à condition de payer l'impôt et de se soumettre au grand roi. C'est cette tolérance qui explique en grande partie la longévité et la stabilité de l'empire. La vie dans l'empire perse, ce n'est pas seulement le faste des palais royaux. C'est aussi une floraison culturelle et artistique. Les célèbres tapis persans, les jardins persans, une tradition raffinée de la gastronomie et de la boisson. Les Perses, loin d'être les barbares dépeints par certains Grecs, sont des hommes cultivés, férus de poésie, d'astronomie et de philosophie. Mais l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Darius va se heurter à un petit peuple, à l'ouest de son empire, un peuple indomptable qui refusera de plier le genou, les Grecs. L'histoire des guerres médiques est bien connue du côté grec. Les batailles héroïques de Marathon, des Thermopyles, de Salamine. Mais pour les Perses, ce sont d'abord des révoltes lointaines. Tout commence avec la révolte des cités grecques d'Ionie, sur la côte de l'actuelle Turquie, qui était sous domination perse. Athènes et Érétrie envoient un petit soutien, un geste qui va coûter cher. Darius, furieux, veut punir ces cités rebelles et leur soutien. C'est le début des guerres médiques. En 490 avant Jésus-Christ, les Perses débarquent en Attique. La bataille de Marathon. Une poignée d'Athéniens et de Platéens, sous la direction d'un général nommé Miltiade, affrontent l'immense armée perse. Contre toute attente, les Grecs, armés de leurs lourds hoplites, remportent une victoire éclatante. C'est un choc pour les Perses, une humiliation. Darius, déjà âgé, ne digérera jamais cette défaite. Il meurt peu après, en 486 avant Jésus-Christ, sans avoir pu venger l'honneur perse. Son fils, Xerxès Ier, hérite de cette tâche. Xerxès est un roi ambitieux, animé par un désir ardent de laver l'affront de Marathon. Il va rassembler la plus grande armée que l'Antiquité ait jamais vue. On parle de centaines de milliers d'hommes, venus de tous les coins de l'Empire, cavaliers mèdes, archers scythes, fantassins égyptiens, et bien sûr, les fameux immortels, l'élite de l'armée perse. Il fait construire un pont de bateau sur l'Hellespont pour faire traverser ses troupes, une prouesse d'ingénierie légendaire. En 480 avant Jésus-Christ, Xerxès lance son invasion de la Grèce.
Les cités grecques, divisées, tentent de s'organiser. Vient la bataille des Thermopyles, où le roi Léonidas de Sparte et ses 300 soldats se sacrifient héroïquement pour retarder l'avance perse. Une victoire tactique pour les Perses, mais une victoire morale inestimable pour les Grecs. Xerxès avance, prend Athènes et la brûle en partie. L'empire perse semble triompher, mais les Grecs ont un atout maître, leur flotte. À Salamine, la même année, la flotte grecque, sous le commandement de Thémistocle, piège la flotte perse dans les eaux étroites du détroit. Les navires perses, plus nombreux mais plus lourds et moins maniables, sont décimés. C'est une catastrophe pour Xerxès, qui doit se retirer, laissant une partie de son armée en Grèce sous le commandement de son général Mardonios. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, l'armée perse restante est écrasée à Platée. C'est la fin de l'aventure perse en Grèce. L'empire achéménide, malgré sa puissance écrasante, a échoué à soumettre ces quelques cités récalcitrantes. Pour les Grecs, c'est le début d'un âge d'or. Pour les Perses, ce sont des campagnes lointaines, coûteuses et humiliantes, mais pas la fin de l'empire. Le cœur de l'empire, ces vastes territoires, sont toujours intacts. Après Xerxès, l'empire continue d'exister pendant encore un siècle et demi. Des rois comme Artaxerxès Ier, Darius II, Artaxerxès II se succèdent. L'empire reste une puissance majeure, intervenant souvent dans les affaires grecques, finançant tantôt Sparte, tantôt Athènes, jouant sur leurs divisions. Le pouvoir du grand roi est immense, mais les intrigues de cour se multiplient. Les satrapes, à force de détenir des pouvoirs étendus, commencent parfois à se rebeller. L'empire est si vaste que les communications sont lentes, et les révoltes locales, bien que matées, affaiblissent progressivement le centre. Les derniers Achéménides sont confrontés à des défis croissants. L'économie est toujours puissante, l'administration est toujours efficace, mais la machine commence à grincer. Et puis, au IVe siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle étoile monte à l'horizon, depuis un petit royaume du nord de la Grèce, la Macédoine. En 334 avant Jésus-Christ, un jeune roi macédonien, un certain Alexandre, que l'histoire appellera le Grand, traverse l'Hellespont. Son ambition est de venger la Grèce, de conquérir l'Empire perse. Il affronte Darius III, le dernier des grands rois achéménides, dans une série de batailles épiques, le Granique, Issos, Gaugamel. À chaque fois, malgré la supériorité numérique perse, la tactique géniale d'Alexandre et la discipline de son armée macédonienne l'emportent. Darius III est un roi courageux, mais malchanceux. Il perd ses batailles, il perd sa capitale, Persépolis, qui est incendiée par Alexandre en un acte de vengeance symbolique. Et finalement, il est assassiné par ses propres satrapes qui espéraient acheter leur survie en livrant leur souverain. La mort de Darius III en 330 avant Jésus-Christ marque la fin de l'Empire achéménide. 220 ans d'histoire se referment sur un champ de bataille. Alexandre devient le nouveau maître de ce vaste empire, qu'il ne pourra toutefois pas maintenir entier après sa propre mort. Alors, quel est l'héritage de cet empire colossal? Il est immense. D'abord, les Perses ont créé un modèle d'empire multiculturel, administré avec un degré de sophistication jamais vu auparavant. La tolérance religieuse et culturelle de Cyrus est une leçon pour tous les conquérants. Ensuite, leur infrastructure, la route royale, les canaux, le système postal, tout cela a jeté les bases des réseaux de communication futurs. Leur art et leur architecture, avec Persépolis en tête, ont influencé les styles artistiques de tout le Proche-Orient. Et puis, leur religion, le zoroastrisme, avec ses concepts de paradis, d'enfer, de jugement dernier, a sans doute influencé le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'Empire achéménide, ce n'est pas seulement une série de guerres ou de conquêtes. C'est une civilisation qui a façonné le monde antique, un pont entre l'Orient et l'Occident, une force de progrès et d'innovation. Il a posé les fondations de l'Iran moderne, qui se considère toujours l'héritier de cette grandeur passée. La prochaine fois que vous entendrez parler des Perses, ne pensez pas seulement aux 300 de Thermopyles. Pensez à Cyrus le Grand, le roi libérateur. Pensez à Darius, l'ingénieur et l'organisateur. Pensez à Persépolis, la ville d'or et de pierre. Pensez à un empire qui a su unir des dizaines de peuples sous une même couronne, avec une vision du monde qui privilégiait l'ordre et une certaine forme de justice. C'est une histoire de grandeur, de vision, mais aussi de la fragilité de toute puissance face au temps qui passe et aux nouveaux défis. L'Empire perse achéménide est un rappel éclatant que l'histoire est pleine de leçons et que la grandeur peut prendre des formes inattendues. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'Antiquité.
J'espère que cette plongée dans l'Empire perse vous a passionné autant qu'elle me passionne. C'était l'Historien du dimanche, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de notre passé. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. Au revoir.